Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Voici une, Bonsoir. Bonsoir. Nous voici une fois de plus sur notre rubrique La voix de la jeunesse, le numéro 4. Et ce soir, nous recevons des jeunes gens, nos frères et sœurs, qui vont devoir nous éclairer sur l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, il s'agit bien du coronavirus. Tantôt, l'on parle de la vaccination et tantôt, l'on parle des solutions traditionnelles que certains pays africains ont pu mettre en place. Ailleurs, ces solutions sont parfois accueillies, d'autres côtés, parfois non. Et donc, il y a toute une problématique autour de ces sujets-là. Mais puisqu'il s'agit bien de santé publique et qu'il s'agit aussi d'une émergence, et puisqu'il s'agit aussi pour chaque État de pouvoir compter sur ses fils, de pouvoir compter sur ses propres moyens, nous allons donc aujourd'hui échanger sur ces thèmes-là. Et nous avons choisi ce soir comme thème, comme vous le voyez, COVID-19, thérapies africaines vs vaccination. Et donc, nous aurons la participation de Florian Ngembiri depuis la Chine, que nous saluons. Et en ce moment, en Chine, il est presque 3 heures du matin, mais Florian s'est donné du temps pour être parmi nous afin de profiter de ces lumières. Nous avons aussi Lina Bakala depuis Milan, qui, malgré quelques soucis, s'est quand même donné du temps d'être là, de participer et de pouvoir donner du savoir. Et enfin, nous avons Jacques Munombo Kumba depuis Rome, qui lui aussi nous illuminera un peu sur ce sujet. Alors, nous avons traité de plusieurs questions depuis un moment. Revenons à présent sur cette question de thérapie et de vaccination. Monsieur Florian, que pourriez-vous nous dire à propos? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, sur le sujet concernant les thérapies ainsi que la vaccination, pour moi, je privilégierais d'abord le Made in Africa. D'abord, nos recherches à nous, notre travail à nous, nos scientifiques à nous. Voilà. Parce que longtemps, on a été longtemps toujours à l'attente des autres. Mais quand est-ce que nous-mêmes, on va se donner de la voix, on va aller de l'avant. Donc, pour ma part, la priorité face à tout cela, c'est de prioriser d'abord, de donner les moyens, les atouts à nos chercheurs, à nos scientifiques, afin de trouver des solutions face à cette situation. Mais cela ne veut pas aussi dire que nous devons négliger de l'autre côté. Non. Mais lorsque nous avons face de nous des chercheurs, des scientifiques qui se donnent dans ce travail, nous devons les soutenir, les mettre en avant. Voilà, tout en étant toujours aussi en contact avec les autres de l'autre côté où on mène des recherches dans un cadre de la vaccination. Donc, vous parlez là d'être en contact de l'autre côté avec les autres. Vous entendez par là une quelconque collaboration scientifique? Ouais, d'une quelconque collaboration scientifique, exactement. D'accord, Exactement, d'une merci. quelconque. Merci Florent. Et on va donc aller du côté de Milan. Quant à André Lina Bacala, que pourriez-vous nous dire sur ce sujet? Ah, Alors, bonsoir. Comme a su le dire Florian tout à l'heure, Oui, il est temps pour nous, Africains, de promouvoir d'abord nos propres efforts. Aujourd'hui, on a un produit malgache qui est mis en vente actuellement. oui, Pour moi, je penserais il est d'abord préférable qu'en tant qu'Africain, qu'on puisse d'abord se tourner vers ces recherches africaines, ces résultats africains, avant de toujours vouloir courir vers l'Occident.
Après, moi, je vais être un peu plus radicale que Florian. Dans quel sens? Dans le sens de dire, c'est vrai que nous devons collaborer avec les autres, ça c'est clair, c'est vrai. Mais pour ce qui est de la vaccination, je préférerais qu'ils commencent d'abord à vacciner chez eux. Quand on aura l'assurance que ce ne sont pas les mêmes histoires qu'avant, avec les histoires qui se sont passées en 2004 ou avec Ebola, où en Inde, par exemple, ils ont testé et puis on a eu 10 millions d'enfants qui sont décédés. Quand ce vaccin aura fait ses preuves en Occident, ben là, l'Africain pourra décider ou pas de se faire vacciner. Qu'on laisse le libre choix à l'Africain de se faire vacciner, que ça ne soit pas quelque chose d'imposé à l'Africain. Mais pour l'instant, il est temps pour nous, en tant qu'Africains, de promouvoir d'abord les efforts fournis par nos propres chercheurs, par nos propres laboratoires africains. En tout cas, moi, sur la question, je suis vraiment radicale. Je ne suis pas plus ouverte comme Florian, mais je suis Afrique d'abord en ce moment. Alors, Afrique d'abord, l'Afrique d'Icolo. Que nous dit Jacques Munombo Kumba, qui porte cette Afrique dans son cœur, comme nous le savons bien? Bonsoir Talia, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Il faut dire tout de suite que, en ce qui concerne le sujet, nous parlons de thérapeutie africaine et vaccination. Bon, permettez-moi de faire un petit rappel. Ce qu'il faut dire, c'est que, disons, les Africains et les sciences africaines ont toujours participé, sinon elles ont contribué à l'émancipation du peuple occidental. Ça, il faut le souligner. Mais le problème, c'est que les Africains croient très peu en eux-mêmes. Ils croient beaucoup plus aux autres. C'est-à-dire, quand je parle aux autres, ils croient beaucoup plus aux Occidentaux qui nous ont colonisés et tout le reste. Ce qui fait que nous avons longtemps négligé un peu ce talent africain qui est en nous. Mais qui d'ailleurs qui est très bon talent parce que nous voyons bien aujourd'hui, ce talent-là est en train de s'exprimer, est en train de faire ses preuves. Et à cela, je voudrais donc ajouter, il nous faut vraiment faire une analyse très profonde pour pouvoir rompre un peu avec cette psychologie qui nous freine pour pouvoir nous exprimer. Pour m'inscrire dans l'orthodoxie du sujet, je dirais que il nous faut vraiment encourager nos chercheurs africains, ceux qui ont des bons projets, notamment par exemple le médecin docteur Jérôme, qui vient de nous faire une proposition en ce qui concerne la plante artémisiale. On voit bien que cette affaire est en train de faire couler beaucoup d'encre, parce que quand l'OMS, une grande organisation de ce genre, attaque un Africain pour lui interdire comment je vais dire, de mettre, disons, en vente son produit, qui d'ailleurs est un bon produit, qui ne nuit pas, qui n'est pas un produit nocif, mais qui est juste là pour le bien-être des Africains. On voit très bien que donc ce produit est efficace. Et donc, en tant qu'Africain, je ne peux que plaider, défendre Mordicus, disons, tout ce qui est produits africains et tout. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. D'accord, merci Jacques pour ta contribution. Vous avez soulevé la question des scientifiques africains. Vous avez parlé notamment de ce médecin chercheur, monsieur Jérôme, que nous saluons en passant. Mais nous savons qu'il y a aussi d'autres chercheurs qui ont proposé des solutions telles que, par exemple, la pivirine d'un professeur béninois, le professeur Agan, je crois, Valentin Agan, oui. Pourquoi ce antiviral, qui a fait bien évidemment ses preuves, n'a pas été pris en compte dès le départ? Bon, justement, il faut dire que, à la différence de ce que tu viens de souligner par rapport au docteur Jérôme, bon, docteur Jérôme, vous savez, quand on veut mettre en valeur un produit traditionnel, la procédure est un peu complexe. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de trouver une plante ou un produit, on le teste soi-même pour dire que bon, c'est bon, je peux mettre ça à la disposition du peuple. Non, c'est pas comme ça. La procédure est un peu complexe, dans le sens qu'il y a un protocole à suivre.
Donc, je me dis que le docteur Jérôme, contrairement au Béninois, que tu disais tantôt, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a travaillé déjà à l'OMS. Donc, il est connu et c'est quelqu'un qui n'est pas novice dans la recherche de ce genre. Parce que cette plante-là, l'artémisia, s'il faut qu'on remonte un peu vers, disons, les années un peu précédentes, il a eu à travailler sur ça même sur le paludisme. Ce qui fait qu'il connaît très bien les propriétés antivirales de cette plante. Et donc, quand on voit déjà une structure, par exemple, comme l'Académie médecine française, puisse décrier un peu ses efforts, cela nous pousse vraiment à conclure qu'il s'agit là quand même pas une parcelle de vérité, mais une vérité dans son produit qui pourrait quand même sauver un peu, disons, le continent. D'où l'intéressement des gens vers lui par rapport aux Béninois. Voilà un peu ce que je voulais dire. Non, mais n'oublions non plus que le produit du professeur Agan a été utilisé notamment au Burkina Faso et a fait ses preuves. Et que ce produit est sur le marché depuis des années, surtout qu'il était utilisé notamment comme antiviral pour le sida. Donc là aussi, je crois que Lina voudrait dire quelque chose à propos. Non, je te laisse. Je voudrais dire quelque chose, si vous me le permettez. Oui, Ouais, d'accord. Ouais, d'abord, je voudrais faire une précision par rapport à ma première intervention pour dire que lorsque je demande à ce qu'on ait un lien avec l'Occident, c'est dans un sens scientifique et technologique. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ce qui compte le plus, c'est la science et la technologie. Et ça, nous savons très bien que nous sommes encore un peu en retard par rapport aux autres. Donc, lorsqu'il y a des découvertes, lorsqu'il y a des recherches qui peuvent être faites, au niveau de l'Afrique par nos chercheurs, nous aurons tant besoin aussi, d'une part, de cette expertise scientifique et technologique que les autres ont pour pouvoir étayer. Oui. Alors, vous dites bien qu'on a besoin aussi de cette expertise tant scientifique que technologique des autres. Mais dès lors que vous proposez quelque chose et que les autres ne l'accueillent pas, tout de suite, ils bottent en touche, tout de suite, on vous dénigre même. Alors, comment peut-on collaborer dans ce cas de figure? Nous avons vu qu'avec Madagascar, par exemple, au départ, c'était un peu larisé. C'est bien après que certains pays ont commencé à se repositionner, notamment les États-Unis d'Amérique, avec une aide de 2,5 millions de dollars. Donc, on a comme l'impression que c'est après qu'ils se rendent compte de peut-être l'importance de ces recherches-là, mais au départ, certains ne se sont pas présentés à la cérémonie de présentation, malgré qu'ils aient été invités. Donc, au vu de tout cela, cette collaboration va-t-elle se faire toujours d'un point de vue où certains sont assis sur leur piédestal et regardent les autres du haut vers le bas? Ou bien peut-être aussi… Oui, je vous écoute. Non, effectivement, lorsque, en termes de la collaboration et qu'il y a d'un autre côté il y a un refus, c'est clair, nous devons tout simplement c'est-à-dire mettre en valeur nos produits à nous-mêmes. Je me dis aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde unipolaire. Nous sommes dans un monde multipolaire. Je voudrais dire que la collaboration ne peut pas uniquement se faire dans un sens. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement collaborer avec les Occidents, nous pouvons aussi collaborer avec les autres États qui sont capables de nous fournir les matériaux scientifiques et techniques que nous avons besoin. Donc, il n'y a pas qu'aujourd'hui les grands laboratoires ne se retrouvent pas seulement qu'en France, aux États-Unis ou en Allemagne. En Chine aussi, il y a des grands laboratoires. En Russie aussi, il y a des grands laboratoires. Même au Cuba aussi, il y a des grands laboratoires. Donc, la collaboration, elle ne se fera pas seulement dans un sens occidental. Non, on peut aussi aller ailleurs pour pouvoir trouver les matériaux, les équipements nécessaires pour pouvoir pousser loin nos recherches. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous parlez de l'apivirine, ça, c'est un produit. C'est déjà un produit scientifique. Ce n'est pas un truc… comme tisane, c'est un produit scientifique qui est présent de plus. Qui est aujourd'hui mis sur le marché par le professeur. Mais d'abord, on doit comprendre mais pourquoi on refuse tout à coup comme ça de la part de certains pays. D'abord, nous devons comprendre qui homologue, qui donne cette autorisation de pouvoir utiliser
ces produits? Qui donne cette possibilité à ce que ces produits, ces recherches de nos chercheurs soient utilisés en grande masse à travers l'Afrique, à travers nos États? Nous devons nous poser ces questions. Qui donne ces autorisations? Alors, dès lors que nous sachons lesquels qui sont responsables, qui sont capables de pouvoir promouvoir ces produits dans l'ensemble de nos populations, à ce moment-là, facilement, on peut trouver les responsables ou la solution. OK. Et alors, Après, au début, nous avons constaté que au début en fait, de cette histoire, lorsque la Chine a été atteinte, on a remarqué que ici en Europe, la Chine était devenue un peu la risée, on va dire, du monde occidental. On a parlé de la furie jaune, on a parlé du virus chinois. Et curieusement, après Wuhan, on s'est rendu compte que l'épicentre s'est déplacé en Italie à Codogno, donc aux environs de Milan. Et quelques temps plus tard, c'est l'Italie qui devient la risée du monde. Voilà, du monde occidental, il faut bien aussi préciser, notamment avec des pays comme la France et autres, qui, dans les journaux, on a vu les titres paraître, croyant même que ces pays-là étaient mieux préparés que les autres. Et après, comme la roue tourne, c'est la France qui a été touchée, et après l'Espagne, et après plein d'autres, et les États-Unis d'Amérique, qui eux aussi au départ étaient un peu sur leur piédestal. Et donc, on a comme l'impression que ce virus, en quelque sorte, ridiculise un peu ceux-là qui, avec un quelconque orgueil et arrogance, ont tendance souvent à pointer le doigt aux autres et à pouvoir montrer, paraît-il, le chemin aux autres. Et curieusement, c'est ceux-là même qui ont prédit l'hécatombe pour l'Afrique. Et on a comme l'impression que cette hécatombe n'a toujours pas lieu. Alors, mademoiselle, Madame Lina, excusez-moi, que pourriez-vous dire à propos de cette façon-là que, dans certains peuples, de pouvoir regarder les autres avec dédain, même en temps de crise, même au moment où normalement l'humanité devrait se fédérer pour combattre ce mal commun? alors, pour moi, je pense que je veux me pencher plus sur le fait que l'OMS ait prédit, par exemple, l'hécatombe pour l'Afrique. Ça fait bientôt plus de 3 semaines, par exemple, qu'ils ont prédit cette hécatombe. Mais jusque-là, on n'est qu'à 1300 morts en Afrique. Donc, je me pose la question. Je reviens encore sur le sujet des recherches africaines. Pourquoi il ne serait pas temps de s'allier à l'Afrique, de prendre au sérieux en compte les recherches faites par les Africains pour pouvoir tester et peut-être sauver plus de personnes qu'il le faut? Pourquoi vouloir toujours être dans cette position de leader? Aujourd'hui, le Covid-19, je ne vais pas dire heureusement, mais le Covid-19 vient nous prouver qu'en fait, quand il s'agit de pandémie, de maladie, il n'y a pas de leader. La preuve, c'est la plus grande puissance mondiale aujourd'hui qui est la plus touchée au monde. Il y a un problème. Pourquoi ne pas prendre des produits africains, des recherches africaines qui font des preuves? On a vu la pivirine, comment ça fait des preuves au Burkina Faso. On a vu comment le Sénégal est en train de... Il y a avec beaucoup l'Institut Pasteur voilà, du Sénégal qui est en train de faire un grand travail, effectivement. Exactement, il y a beaucoup de cas guéris au Sénégal. Et des scientifiques aguerris d'ailleurs. Hein. Pourquoi ne pas se pencher vers ces pays-là pour chercher à savoir comment vous faites? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une coalition afin de vaincre un ennemi invisible? Parce que qu'on le veuille pas, on ne va pas se lever aujourd'hui pour dire qu'on va prendre des armes pour tirer contre ce virus. On ne le voit pas, on ne sait pas où il est. Donc, c'est pas le moment, pour moi, ce n'est pas le moment pour un pays se croire plus fort que l'autre. On a vu comment ça s'est passé avec les Français au départ, quand ça prenait de l'ampleur en Italie. Mais aujourd'hui, on en est où? La France est arrivée à 1400 morts en une journée, chose que l'Italie n'a jamais atteint. Les États-Unis sont arrivés jusqu'à 4600 morts en une journée, chose que l'Italie n'a jamais atteint. Et là, on continue. L'OMS continue à nous parler
d'hécatombe en Afrique, mais jusque-là, on attend l'hécatombe, mais on n'est qu'à 1300. Mais on a comme Et l'impression que l'hécatombe, c'est plutôt dans le monde occidental pour le moment. Et cet hécatombe-là, exactement, c'est 120 000 morts dans le monde occidental. Sur les 220 dans le monde entier, c'est 120 000 morts en Europe. Pourquoi ne pas dire que l'hécatombe se trouve en Europe? Pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi prédire l'hécatombe en Afrique, là où les choses sont encore, je dirais, entre guillemets, un peu maîtrisées? Attendez, mais on peut aussi peut-être s'appuyer sur le système de santé africain qui est défaillant, on ne va pas se le mentir. Peut-être bien que l'OMS, s'appuyant sur cela, pense que ce virus en Afrique ferait plus de morts et plus de problèmes. Voilà. D'accord, je leur accorde ce bénéfice du doute-là. Mais sachant que nous, en Afrique, on a notre nature. La nature, c'est notre plus grand allié. Quand vous partez dans nos villages, est-ce que les dirigeants africains et les scientifiques africains le savent? Vous savez bien, on est tous africains sur ce plateau. On a souvent tendance même sur le continent, à fustiger un peu la médecine traditionnelle. Et pourtant, si on voit dans le fond, en termes de statistiques, c'est cette médecine qui fait plus de preuves, puisque beaucoup de nos concitoyens ne sont même pas en mesure d'aller se faire soigner dans les hôpitaux et ont recours à cette médecine-là pour se faire soigner, pour faute de moyens et pour faute de système de santé défaillant. Mais malgré ça, ils sont toujours ils sont toujours vus d'un mauvais œil, même sur le continent. Voilà. Alors, que faire pour changer cela, par exemple? Mais on a vu la preuve avec le produit malgache. Le produit malgache, ils sont repartis vers la nature. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, le vrai problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants trop vieux. On va voir dans les pays où on a des dirigeants jeunes, les choses sont perçues d'une différente manière aujourd'hui. Par exemple, quel pays? Prenons l'exemple de Madagascar. Prenons l'exemple de, comment je dirais, Macky Sall au Sénégal. Oui. Mais quand vous êtes dans des pays où les dirigeants sont vieux, ben, la mentalité reste encore vieille. On se dit que l'Occident, on doit toujours se tourner vers l'Occident. Tout ce que l'Occident nous rapporte est mieux et meilleur que ce que nous, on peut trouver sur place. Oui, et c'est même ce qu'on constate un peu sur cette affaire de vaccin. On va rebondir un peu du côté de Florian en Chine et il nous dira aussi quelle est la situation en Chine concernant effectivement les recherches dans ce sens. On a eu comme l'impression que certains pays africains ont préféré rester un peu laxistes, voilà, pour attendre que une fois une solution trouvée comme ça et puis se jeter voilà, dans la mare, plutôt que de faire un peu comme Madagascar l'a fait ou comme le Sénégal est en train de le faire et aussi même le Bénin, on va dire, trouver des solutions en interne qui peuvent bien aussi être utiles à la population en ce temps de crise sanitaire. Oui, effectivement, j'aimerais d'abord dire que ce virus a donné une bonne leçon de vie à tout le monde entier. En tout cas, ce qui arrive au monde aujourd'hui, c'est une première dans l'humanité. Donc, surtout aux capitalistes, à ceux qui ne pensent que argent, ils doivent vraiment prendre conscience que dans la vie, il y a plus que ça, quoi. Il y a plus que la course vers l'argent et tout. Donc, parce que ce virus, en arrivant, n'a fait aucune distinction entre riches et pauvres. Il est rentré partout, même chez la reine d'Angleterre, même chez le prince, partout il est passé. Alors, concernant nous, effectivement, notre sœur Lina a soulevé quelque chose de très important concernant nos dirigeants. C'est un gros problème au niveau de l'Afrique. Là, vous venez même de souligner que certains de nos dirigeants attendent seulement que la solution vienne d'ailleurs. Mais c'est ça aussi qui pose problème au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi certains chercheurs, certains de nos scientifiques, malgré leurs recherches, sont délaissés. J'ai suivi par exemple l'intervention de notre frère qui a aidé Madagascar aujourd'hui. Et le docteur Florian? Non, docteur Jacques peut nous aider avec le nom? Jérôme. Jérôme, voilà, c'est cela. Oui. Ouais. Notre frère africain Jérôme, qui, lors d'un interview, a dit qu'il a eu des problèmes. Il avait son projet à longtemps, il a eu des problèmes pour le financement. Il a présenté ça au niveau de son pays, mais malheureusement, il n'a pas été soutenu. Vous voyez? Et c'est n'est qu'à Madagascar qu'on a trouvé, bon,
où il a eu le soutien. Et c'est pareil aussi pour notre frère africain qui a trouvé le truc avec Happy Veri. Le problème aussi va des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, il veut étendre l'utilisation du produit pratiquement dans toute la zone de la CEDEAO. Mais il faut l'accord des dirigeants. Et ça bloque à ce niveau-là. Vous voyez, ça niveau-là. Oui, mais est-ce que l'accord des dirigeants ne bloque pas, peut-être aussi à cause de la pression, notamment des firmes pharmaceutiques? Le docteur Jérôme, voilà, a subi cette pression-là, et surtout que nos dirigeants, paraît-il, pour certains, reçoivent une certaine manne financière de ces firmes-là, afin que voilà, les vaccins soient utilisés chez nous. Ça, c'est le revers de la médaille que les populations ne savent pas. Par exemple, dernièrement, je crois seulement ici, nous le disions, que cache, en tout cas, cette envie-là, frénétique même, de vouloir à tout prix vacciner les Africains ou les peuples. Aujourd'hui, on se rend compte que même les États européens s'endettent derrière cette histoire de vaccin. Est-ce que vous savez? Mais malheureusement, les dirigeants le savent, même ici en Occident, ils le savent, mais ils ne le disent pas à leur peuple. Attendez, la CEDEAO qui serait bloquée, n'a-t-elle pas peut-être de quelconque pression? Ben oui, effectivement, les pressions, ça c'est bien évident, c'est pas étonnant quoi. Il y a une pression quelque part de la part des lobbies, mais quand vous voyez aujourd'hui l'OMS qui refuse de donner des créditations, par exemple, à ces recherches au Covid organique, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que derrière, il y a des pressions des lobbies pharmaceutiques qui sont là derrière. Quand nous voyons même tout le combat, les mêmes pressions que la France a aussi subies pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine avec le docteur Raoult, peut-être bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme c'est une grande puissance, ils vont peut-être pas l'admettre publiquement. Ben oui. Et là, maintenant, la solution ira de la part des dirigeants. Si ce sont des dirigeants qui veulent le bien de l'Afrique, le bien de leur peuple, c'est à eux maintenant de décider pour pouvoir s'en sortir de tous ces problèmes. Oui, mais en tout cas, revenons un peu sur le point des vaccins. On parle de vaccins, mais en réalité, on doit aussi admettre que la vaccination n'est pas une mauvaise chose, puisque nous savons que si aujourd'hui on arrive à combattre certaines maladies, c'est aussi grâce à la découverte du vaccin et du sérum. Mais alors, là où le bas blesse, c'est que comme il y a peu de pays africains qui parlent, par exemple, de la mise en place de leurs propres vaccins. Donc, ces vaccins doivent-ils toujours provenir de l'extérieur? Il y a peut-être à peine l'Institut Pasteur du Sénégal qui est en train, il me semble, en train de conduire des recherches dans ce sens. Mais que font tous les autres? Ben oui, et voilà pourquoi j'avais parlé sur ma première intervention où je disais avoir un lien sur un point de vue technologique et scientifique parce que mettre en place un vaccin demande quoi? Demande d'abord un financement, des énormes financements et aussi du matériel, de l'équipement. Donc, il y a un poids scientifique, il y a un poids technologique et financier qui est là, qu'il faudrait mettre en place, qu'il faudrait donner à ces scientifiques, à ces chercheurs. Mais quand nous regardons un peu l'état de l'État aujourd'hui sur le plan sanitaire au niveau de nos pays, il y a un problème sur les équipements, sur le matériel. Et voilà, donc du coup, pour avoir même des laboratoires nécessaires, capables, pour pouvoir fabriquer les vaccins, on doit encore dépendre des autres. Alors que nous avons aussi la possibilité, avec les financements, d'acheter ce matériel, les emmener en Afrique, pourquoi pas fabriquer? Parce que la matière grise… La technologie s'achète d'ailleurs. Ouais, la technologie s'achète parce que la matière grise, l'Africain est intelligent, l'Africain, c'est un savant, il est capable de confectionner aussi des vaccins. Mais malheureusement, nos dirigeants ne font pas confiance à cette matière grise africaine. Vous entendriez parler… Excusez-moi, quand vous voyez le docteur Raoult qui a dit lors de ses interventions que la majorité de ses étudiants les plus intelligents, les plus performants, ce sont des Africains et des Arabes. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il a reconnu. Voilà. Pourquoi ils arrivent à émerger? Parce qu'ils ont les moyens, ils sont dans des conditions nécessaires pour pouvoir mettre en exploitation tout leur savoir. Et c'est ça qui manque d'un côté en Afrique. Si on a les conditions, si on a les moyens, je crois qu'on peut faire des merveilles.
Si on a des conditions, si on a des moyens, je crois qu'on peut faire des merveilles. Merci Florent pour cette belle phrase, pour cette belle pensée. Mais nos dirigeants le savent-ils, eux qui sont habitués à être entourés des sorciers blancs? Paraît-il, le sorcier blanc serait plus efficace que le sorcier noir. Notre frère Jacques Mounombo nous en dira peut-être quelque chose à propos. Non, c'est-à-dire qu'il faut, je converge avec l'idée de Florent, il a tout à fait raison. L'Africain, en fait, c'est quoi? L'Africain, il lui suffit juste de lui donner un peu les conditions. Tu lui donnes les conditions, tu lui donnes le respect et puis tu lui fais confiance, tu verras que l'Africain va bien travailler. Exactement. Et l'Africain l'a toujours démontré. Et moi, je me dis que mais le problème, le véritable problème, il est aussi politique. C'est-à-dire que nos dirigeants, nos chefs d'État, ceux qui incarnent le leadership dans nos différents pays africains, ont un problème parce qu'ils sont sous la domination occidentale. Ce qui fait que de leur propre gré, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui arrangeraient, par exemple, à la population. Oui, mais vous avez soulevé un point. Ils ne peuvent pas prendre certaines décisions. Bon, ce qu'on a constaté aussi pendant cette crise, c'est qu'il y a peu de pays qui se sont démarqués un peu des pays, disons, occidentaux, genre qui ont appliqué des mesures adaptées à leur réalité. Il y a le Bénin, par exemple, qui m'a surpris. J'ai lu la stratégie de riposte béninois, mais j'étais en tout cas abasourdi de voir que chez eux, ils ont pris le temps de réfléchir et d'adapter une stratégie propre à eux, où ils ont mappé en quelque sorte le pays en plusieurs zones. En zone verte, je me souviens, je crois, zone jaune et puis zone. Mais vous voyez, c'était une. C'est-à-dire que le confinement était un peu sectoriel. Voilà, sectoriel. Et donc, en tout cas, ils ont fait selon leur. Mais sinon, les autres ont copié, collé, sans tenir compte de nos réalités et sont en train de patauger. Exactement, exactement. C'est-à-dire les autres pays tels que les nôtres, le Gabon, etc., le Rwanda. Ces pays-là ont juste copié-collé un peu le confinement à l'occidental. Bon, c'est vrai, tant mieux pour eux. S'ils ont les moyens pour pouvoir mettre en place une politique d'accompagnement, ça serait bien. Mais il est un peu comme le Rwanda. Un peu comme le Rwanda, voilà. Mais il est très difficile par rapport aux nos réalités africaines, où les gens vivent rien qu'avec, disons, je vais dire, le revenu de la paix, comme le disait tantôt le président Talon. C'est-à-dire, la personne arrive à la maison, avec le peu d'argent qu'il a travaillé le jour même, c'est avec cet argent-là qu'il va faire survivre sa famille le jour. Exactement. Ce qui fait que donc il est très difficile de copier-coller le confinement à l'occidental. Bon, il y a aussi un autre problème. Le problème, c'est que on a tendance toujours à suivre ce qui est pour l'homme blanc. Et c'est là qu'il y a une grosse erreur. Je reprends l'exemple, par exemple, de la Chine. Le virus a commencé là-bas, le Covid-19 a commencé là-bas, ça fait des dégâts et tout le reste. Et très vite, la Chine a reparé la situation. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu quelques temps encore, tout le reste, mais seulement ce que les médias ne nous disent pas, c'est que les Chinois aussi ont fait confiance à leur tradition. Les Chinois, les Chinois ont utilisé des produits traditionnels, ce que les médias ne disent pas. Et c'est ça, ça a permis à la Chine de contrôler un peu la situation, et voilà que le calme est un peu revenu. Donc, je pense que pour nous, les Africains, pour nous, Africains, il serait donc nettement mieux de promouvoir, d'encourager, de soutenir les bons projets de nos chercheurs africains, médecins, aussi de promouvoir, de soutenir aussi la pharmacopée africaine. Et pourquoi pas aussi soutenir, par exemple, disons, développer nos plantes, disons, nos plantes, comment je vais dire, qui présentent déjà un peu des vertus thérapeutiques démontrées, telles que l'artémisia, il y en a plein d'autres. Donc, le quinqueliba, par exemple. Le quinqueliba, par exemple, merci beaucoup. Donc, le problème, c'est ça. Mais ce problème, comment on va le régler? Le problème, là, il est géopolitique, parce que tant que les présidents seront sous l'emprise de la domination, il serait très difficile que ces présidents-là décident à l'unisson. Je te prends l'exemple. Il y a quelques décennies, en Afrique, l'Afrique est en train de subir une extermination de la part de la Chine et l'Inde en ce qui concerne les médicaments. Et ça, les médias ne le disent pas. Les statistiques ont démontré qu'il y a un carnage silencieux qui s'effectue. 90% des médicaments qui rentrent en Afrique en provenance de Chine et de l'Inde tuent la population africaine. Ce qui fait que chaque année, on totalise au moins 500 000, sinon 1 million d'Africains qui meurent. Donc, il est donc urgent. Sans compter les vaccins aussi.
sans compter les vaccins, justement. Mais qui ne proviennent pas de la Chine et de l'Inde, par contre. Qui ne proviennent pas de la Chine, qui ne proviennent pas de l'Inde. Donc, c'est comme si c'est un peu le monde entier qui en a contre l'Afrique, en quelque sorte. Exactement, exactement. Mais c'est le monde entier qui est contre l'Afrique parce que finalement, les Occidentaux ont une haine viscérale vis-à-vis de l'Afrique. Donc, l'Afrique doit se lever comme un seul homme, s'exprimer d'une seule voix, soutenir ses chers, leur donner les moyens qu'il faudrait pour pouvoir faire barrière et faire barrage contre tous ces fléaux-là. Parce qu'il faut, justement, le monde évolue, hein, le monde est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est le Covid-19, mais demain, on ne sait pas ce qu'on va nous réserver encore. Or, si on n'essaie pas d'éveiller notre conscience pour pouvoir nous munir des moyens solides pour projeter le futur, ben, je vous dis qu'on aura juste nos yeux pour pouvoir pleurer. Hein. Oui, alors, vous avez dit quelque chose vous avez dit que le monde nourrissait une haine viscérale envers l'Afrique. Vous avez pris l'exemple de ces médicaments venant de certains pays qui causent assez de tort sur le continent africain. On a parlé aussi de ces vaccins qui causent assez de tort sur le continent africain. Il y a des cas, hein, notamment dans les pays comme la RDC. Voilà, on parle même de l'histoire du sida. Hein. Il y a des documents qui démontrent que voilà, c'est après une campagne de vaccination en RDC qu'on a retrouvé beaucoup de cas de sida quelques années après. Et voilà, il y a des cas de figure, beaucoup de cas qui passent sous silence et où ces entreprises, ces firmes ne sont même pas inquiétées. Voilà, bon, on va quand même encourager l'Inde qui a eu le courage de porter plainte contre une firme pharmaceutique pour les dommages subis que sa population a subis suite notamment au vaccin. Lina disait qu'il fallait d'abord tester ces vaccins-là un peu plus haut, d'abord sur eux-mêmes avant de les acheminer sur le continent. Mais comment savoir que les vaccins qui seront acheminés sont ceux qui ont été testés positivement? Exactement, ça c'est un autre problème. Talia, excuse-moi, excuse-moi Lina, juste pour répondre rapidement sur ta question de comment savoir que ces vaccins qui seront acheminés seront testés positifs. Mais il est clair, je te prends l'exemple, le Covid-19 a commencé en Chine, ça s'est calmé, c'est arrivé en Italie où nous sommes toi et moi, l'Italie était considérée comme le foyer. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts, de mortalité et tout le reste, tout le monde a vu. Bon, on va en France, c'était plus ou moins la même chose, sinon c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Mais ne penses-tu pas que la démarche de la part de l'OMS de vouloir, sinon de la part des grandes firmes, de pouvoir réaliser les vaccins et les emmener en Afrique pour les tester là-bas, c'est une démarche déjà qui est d'avance pipée. Parce que moi, je me dis qu'il serait mieux de commencer d'abord où il y a eu plus de taux de mortalité. Exactement. Parce qu'on suppose que c'est là-bas, il y a une gravité de la situation. Donc, on attaque d'abord là-bas, on voit le vaccin, une fois qu'on finit là-bas, et en ce moment-là, on peut maintenant balancer le vaccin en Afrique. Mais on ne peut pas d'abord s'en passer de ces pays qui ont été touchés du Covid-19, on les laisse comme ça, comme si rien n'était, et aller en Afrique, bon, certainement, ils ont leur raison, parce qu'ils se disent, bon, là-bas, parce que l'Africain, déjà, à la base, était un être humain inférieur, l'Africain est une personne minable. Ce qu'ils se disent ou ce que toi tu dis? Pardon, c'est ce qu'ils se disent ou ce que toi tu dis? Non, c'est ce que les Occidentaux disent. Ah, d'accord, ok, c'est bon. C'est comme ça, les Occidentaux le disent, ça c'est clair, on ne va pas passer midi à 14h, c'est ça. Ça dit pour le monde occidental, l'homme occidental, l'Africain est un être humain inférieur. L'Africain, c'est quelqu'un qui n'a pas une pensée rationnelle, il est hors de l'humanité, donc il est tout ce qui est de négatif. Ça, on le sait, on n'a pas besoin de passer midi à 14h pour le comprendre. Ah, mais sauf qu'en ce moment, ils veulent sauver ceux-là même qui seraient hors de l'humanité. Sauver quoi, Talia? Comme l'a dit Florian tout à l'heure, et Jacques, excuse-moi, comme l'a dit Jacques, a su le dire Jacques tout à l'heure, c'est quand même inconcevable que ce soit en Chine, en Italie et en France qu'il y a un taux de mortalité élevé et que l'OMS veuille aller d'abord tester le vaccin en Afrique, là où nous sommes qu'à 1300 morts à date. Pour des cobayes ou quoi? On n'a pas besoin de nous faire un schéma mathématique pour comprendre qu'il y a anguille sous roche. Attends, ta maison ne va pas être en train de brûler et toi tu vas appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils se pointent devant la maison de ton voisin qui n'a même pas encore commencé à brûler.
Prenez pas des gens pour des cons. C'est l'exemple, hein, quand même. Non. Après, il faut que l'Africain commence à devenir lucide. Après, il faut que nos dirigeants, comme a su le dire Jacques, et je pense que là, il s'agit d'un problème géopolitique. Là, il faut que nos dirigeants, qu'ils aient un peu d'humanisme, un peu d'amour pour leur peuple, pour comprendre que non, le temps de l'esclavagisme est passé. Nous sommes Moi, il y a Florian qui voudrait dire quelque chose. Je voudrais intervenir pour dire effectivement, il n'en est pas question en tout cas, pas question que nous acceptons que le vaccin, au lieu de tester ça, de commencer à le faire en Europe, qu'on vienne directement le tester en Afrique. Il n'en est pas question. En tout cas, moi, je tiens aussi à en profiter vraiment à saluer et vraiment à dire chapeau à tout ce grand mouvement qui s'est passé pour dire non contre le vaccin, contre le vaccin. Nous ne sommes pas des cobayes. J'ai vu ce grand mouvement populaire de partout dans les réseaux sociaux qui a eu vraiment de l'impact. Vous avez vu qu'aucun, je peux dire, de nos dirigeants n'a su lever la voix pour dire que non, non au vaccin. Je crois que c'est rare. Je ne sais pas si. C'est un peu rare, oui. Je ne sais pas s'il y a un dirigeant qui s'est levé pour dire que non, on ne veut pas vacciner les gens, nous ne sommes pas des cobayes ici. Hein? On ne peut pas comprendre là où il y a plus de victimes. Vous ne voulez pas tester vos vaccins là-bas, mais c'est ici que vous voulez directement venir les tester en Afrique. Nous ne sommes pas des cobayes. Et puis, ce qui est bien, voilà pourquoi l'ère que nous vivons aujourd'hui, le 21e siècle, en tout cas, les réseaux sociaux jouent un grand rôle. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent les yeux, beaucoup de gens se conscientisent, beaucoup de gens avec les interventions de tout le monde. Parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, mais grâce à ce mouvement, parti aussi des réseaux sociaux et tout, il y a eu vraiment un arrêt qu'on a pu constater. Et moi, par là, surtout, je voudrais dire que, moi, ma pensée, au fait, c'est quoi? Moi, je ne donne plus espoir à nos dirigeants actuels. Ils sont déjà perdus. Nos dirigeants actuels, ils sont perdus. C'est-à-dire, pour moi, je n'ai plus confiance en eux. C'est fini pour eux. C'est fini. Nous devons penser à la future génération, c'est-à-dire à nous, à nos enfants, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est à nous, le peuple, de se lever, de dire non, de ne plus suivre ces dirigeants-là, de se lever, de dire non. Parce que vous avez vu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu ce mouvement de dire stop au vaccin, on n'a pas vu des dirigeants, mais c'est grâce surtout à cette mobilisation populaire de tous les Noirs, je dis bien tous les Noirs, dans le monde, que ce soit aux États-Unis, aux Antilles, en Afrique, partout en Asie, en Europe, ils ont dit non, stop à la vaccination, nous ne sommes pas des cobayes. Mais on n'a pas vu les dirigeants africains. Mais si on attendait les dirigeants africains pour dire que bon, on va attendre que les dirigeants africains parlent, donnent leur position, et on allait avoir des vaccins, puisque la preuve en est même, la France, à travers son président, ils ont eu des réunions là, ils ont eu des réunions pour voir déjà des pays auxquels on va commencer à vacciner les gens. Attendez, c'est pas possible. Quand on regarde même l'histoire des vaccins qui ont commencé en France, la vaccination avait bien commencé en France, les vaccins contre la rage par exemple, ça a commencé en France, les tests ont commencé en France, ainsi de suite. C'est après des années, après 2 ans, je pense même comme ça, ou 4 ans si je ne me trompe pas, qu'on est venu qu'on a commencé à tester en Afrique. Dans le cas, par exemple, en Chine, ici, où le Covid-19 a commencé, en Chine, dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan, les Chinois sont en train de développer un vaccin en ce net moment. Les Chinois sont en train de développer un vaccin. Ils ont commencé les tests il y a longtemps, il y a depuis le mois de mars, qu'ils ont commencé avec les tests. Ils ont commencé à tester leurs compatriotes à eux. Ils n'ont pas voulu déjà aller à exporter ce vaccin-là pour aller tester ailleurs. Ben oui, puisqu'il y a un protocole à suivre. Le vaccin, on peut pas, vous ne pouvez pas comme ça directement commencer à vacciner les autres personnes d'autres pays comme ça. Non, il y a un protocole à suivre qui est là et il y a un temps donné selon ce protocole pour pouvoir autoriser la vaccination à grande échelle. Là, ce ne sont que des volontaires, ceux qui sont volontaires en plus, parce que vous ne pouvez pas venir directement comme ça me piquer. Non, il faut que j'accepte. Oui, c'est le protocole qu'il demande d'ailleurs. En Chine, ici, ils ont commencé avec cette vaccination, il y a de cela depuis le mois de mars. Il y a ce test parfois racial, hein, qui ne dit pas son nom et qui fait à ce qu'il puisse réagir de la sorte. Malheureusement, oublions que nous sommes tous humains avant tout et que l'Afrique même est un berceau de l'humanité, là où ils sont nés en quelque sorte, eux aussi d'une certaine manière. Ils auraient normalement un quelconque respect envers ce continent et aussi envers ce peuple-là. Surtout que dans l'histoire du monde, on le voit, ce peuple n'a jamais voulu faire du mal, on va dire en quelque sorte, à l'humanité. Hein. C'est une réalité.
Hein, on doit se le dire, c'est une réalité. L'Africain, c'est comme cette maman qui est consciente que le monde entier, l'humanité tout entière, ce sont ses enfants et qui ne ferait pas du mal, aucun mal à ces enfants-là. Mais malheureusement, les enfants devenus grands, apprenant à marcher, les enfants qui hier étaient en fait balbutiant devant la mer, dès qu'ils ont appris à parler, s'en prennent à la mer. C'est ce qui est quand même curieux. Et j'espère qu'après cette crise, que les gens comprendront la valeur même de l'humain et de l'humanité et que nous puissions sortir un peu de l'obscurantisme dans lequel on s'est ancré pour aller marcher ensemble vers voilà, une nouvelle ère voilà, basée sur le respect mutuel. Et oui, on ne demande que ça, le respect, pas forcément l'amour. Alors, cher André Lina, quels commentaires pourriez-vous faire effectivement au vu de ce qui se passe actuellement, parce qu'on s'est vu, on a un peu constaté que lorsque en Chine, il y a eu ce remue-ménage sur le sort des Africains. Il y a les États-Unis qui se sont voilà, tout de suite levés pour défendre les Africains, alors que hier, c'était les mêmes États-Unis aussi qui envoyaient des pics envers l'Afrique. C'est quand même curieux. Hein? Que pourriez-vous dire à propos? Après, je me dis que le coronavirus, c'est un mal pour un bien. En quoi je vais m'expliquer. Dans le sens où je pense qu'après cette pandémie, après cette crise sanitaire, l'Africain aura une certaine valeur, entre guillemets, aux yeux de ces Occidentaux-là. Après, pour ce qui se passe en Chine, tout à l'heure, j'ai suivi une dame, une Chinoise, qui expliquait que c'était pas en fait forcément dans le sens du racisme, mais c'était dans le sens où il y avait un Africain qui a été découvert mort dans un hôtel et que les Africains, en fait, ne voulaient pas se faire dépister. D'où il fallait les prendre de force. Donc après, je ne sais pas, je peux vraiment pas me positionner sur la question parce que je ne sais pas ce qui est réellement vrai et ce qui est faux. Sur le sujet, je pense que Florian est le mieux placé pour nous éclairer là-dessus. Oui, Ce qui se passe réellement en Chine. Non, oui, je peux parler italien? Oui, oui, vas-y. Bon, concernant, disons, le maltraitement dont les Africains ont été victimes en Chine, c'est vrai que Fleuret est là-bas, c'est lui qui est le mieux placé pour nous donner un peu la lecture de la situation. Mais moi, je pense qu'il s'agit là d'un problème de faiblesse. C'est-à-dire les Africains sont faibles, mon frère. Tu verras que si c'était les Français qui étaient là-bas, ils n'auraient pas mettre la main sur le On ne les aurait pas traités de la sorte. De la sorte. Si c'était les Allemands, si c'était les Anglais, si c'était, je ne sais pas, même les Japonais, ils n'auraient pas fait la même chose. Les Africains sont faibles. Et c'est cette fragilité-là, la fragilité des États, qui fait à ce qu'on ne puisse pas nous respecter à l'extérieur. Oui, c'est peut-être parce que les Africains ne comptent pas sur eux-mêmes. Donc, on revient encore sur la même chose dans le sens que, alors, la nature vous a doté. Exactement. Vous ne faites pas confiance en la nature. Exactement. Vous ne faites pas confiance en vos enfants, en leur matière grise. Vous ne faites pas confiance à tout ce qui vient de chez vous. Et comment voulez-vous qu'on puisse vous respecter à l'extérieur? Parce qu'il faut comprendre un truc. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force. Le monde avance. Nous sommes en plein 21e siècle. Les faits ne comptent pas. Ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire les yeux doux pour qu'on soit aimé. Non. Comme tu le disais tantôt, nous, on n'a pas besoin d'être aimé. On a juste besoin du respect. Et c'est ce respect que nous cherchons. Mais le truc, c'est que les Africains, quand on remonte un peu vers l'histoire, c'est qu'on a subi des coups durs. On a subi 4, 5, 6 siècles de la traite négrière. On a subi l'esclavage, l'apartheid en Afrique du Sud. Jusqu'aujourd'hui, en temps moderne, on est encore sous l'emprise de la dictature. Ce qui fait que quoi? On est fragile. Donc, il est temps, l'heure a sonné que les Africains se mobilisent avec le coronavirus qui est arrivé là. Ça nous sert de leçon, que les Africains se lèvent pour pouvoir parler comme un seul homme. Il doit y avoir une solidarité africaine. Il faut faire la renaissance. Donc, vous dites en quelque sorte que ce coronavirus serait l'occasion pour l'Afrique de se repositionner au niveau mondial.
n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et là, nous parlons beaucoup plus, nous pointons du doigt donc la jeunesse africaine, comme a dit tantôt Lina, Bakala, oui. Lina, voilà, Lina Bakala, que nous avons depuis 1960 la vieille classe. Cette classe politique est obsolète. La classe manque de paradigme. Finalement, il n'y a pas de projet politique. Donc, c'est comme une coquille vide, on tient comme ça, il n'y a rien dedans. C'est une peau de chagrin. Il faut changer de paradigme. Il y a cette jeunesse-là qui vibre, il y a cette jeunesse-là qui a étudié dans tous les domaines confondus, l'informatique, la médecine, l'architecture, géologie, communication et tout le reste. C'est cette jeunesse-là qui doit s'exprimer. Mais aujourd'hui, sauf qu'on ne donne pas la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer. Dans certains pays, par exemple, on a vu dans les commissions de riposte plus de vieux que des jeunes. Oui, la possibilité, justement, c'est ça. On ne donne pas la possibilité, mais on en doit créer la possibilité nous-mêmes. On doit avoir des initiatives. C'est ça le problème. Parce qu'on ne doit pas être là tout le temps, devant les caméras, devant les iPhones, en train de vociférer, en train d'insulter, tout ça. On ne va rien résoudre. Le noir, son vrai problème, c'est qu'il est émotif. Alors qu'il faut passer à l'acte, il faut agir. C'est ce qu'ont fait tous les peuples du monde. Hein. Les États-Unis. Lesquels qui ont bâti les États-Unis? C'était les jeunes. Tu avais les Jefferson, tu avais les Washington, tu avais les Madison, tout ça. C'était les jeunes de la trentaine. Donc, si les Africains décident… Bon, mais plutôt que de citer ces jeunes Américains, il y a aussi des jeunes Africains comme les Thomas Sankara qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Voilà, justement. Mais le problème, c'est que s'il faut qu'on refasse un peu le schéma qu'avait Thomas Sankara, on risque encore de fouter. Pourquoi? Parce que Sankara, c'est quelqu'un qui était un avant-gardiste, on va dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une vision. Il est arrivé trop tôt dans un monde, non, il est trop tôt dans un monde encore jeune. Effectivement. Donc, il était un peu isolé, il était seul. Mais là, on constate qu'avec le temps qui passe, les années qui passent, il y a un peu l'éveil dans les consciences des jeunes Africains. Pourquoi la vieille classe de dirigeants ne profite pas de cet éveil de la population pour changer eux aussi le paradigme de vision, pour au moins laisser un bel héritage avant de s'en aller? Tout à fait. Alors, est-ce que je donne un peu la parole à Lina. Oui. Je voudrais intervenir. Je voudrais revenir sur ce que Jacques venait de dire tout à l'heure, sur le fait que l'Africain manque de confiance en soi. Je dirais pas peut-être manque de confiance en soi. Le jeune Africain, c'est pas qu'il manque peut-être de confiance en soi. Je pense que c'est plutôt qu'il a peur. Il est réaliste qu'il n'aura pas le soutien de ses dirigeants. Je prends l'exemple pour notre pays. Quand on regarde le comité de riposte qui a été établi face au coronavirus, Talia est bien placée pour savoir qu'il y a des chercheurs. Oui, je connais des chercheurs que j'espérais bien trouver sur cette liste. Des jeunes gens, malheureusement, que je n'ai pas trouvé dans la liste. On n'a pas valorisé. Qu'on n'a pas valorisé, malheureusement. Et qui font un grand travail sur place au Congo. Sur place au Congo. Est-ce que vous voulez qu'un jeune comme ça puisse passer à la télé pour commencer à crier? Non, il fallait que je sois dans le comité de riposte. Non. Je pense que le problème, c'est aussi la cupidité. Excusez-moi du terme, mais il faut qu'on le dise. Je pense que le problème, c'est aussi la cupidité de nos dirigeants qui ne pensent d'abord qu'à leur propre poche, qu'au peuple africain. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais dire que l'Africain manque de confiance en soi, je dirais non. On a vu ce qui s'est passé pendant des élections, par exemple au Congo, pendant les campagnes. Il y a des gens qui n'ont pas hésité d'ouvrir, de déclencher, de tirer sur la population. Mais qu'est-ce que vous voulez que les jeunes fassent? Que les jeunes aillent se donner en martyr? Mais si on avait en face des dirigeants qui pouvaient nous accompagner dans cette lutte-là, je ne pense pas que le jeune Africain devait rester là face à tout ce qui se passe en Occident, face à tout ça, silencieux. Je ne pense pas. Il y a qu'à voir comment les jeunes Africains qui se trouvent en Occident, comment ils réagissent quand ils sont en Occident, quand il y a un problème qu'ils ne trouvent pas clair. Prenons l'exemple de l'histoire de la vaccination. On a vu comment les gens se sont levés. Les gens ont réagi. Mais si on avait cette même capacité de se défendre, cette même capacité de pouvoir parler dans nos pays, pensez-vous vraiment
si on avait ce soutien du gouvernement, pensez-vous vraiment que le jeune Africain allait continuer à rester là sans parole, sans rien dire, sans réagir? Non. Le problème, je reviens, je le redis, le problème de l'Africain, ce sont nos vieux dirigeants qui sont encore là, qui pensent que nous sommes encore au temps de la traite négrière où, bon voilà, un des Brazza va venir voir un Makoko pour lui dire, bon, moi, je vais te donner, par exemple, 10 têtes de bœuf, je dis n'importe quoi, 10 têtes de bœuf. Ben, Reste à savoir si l'histoire est aussi réelle. Hein? Non, Comme on le Bakala. sait, l'histoire est souvent écrite par le vainqueur. Bakala. Ah, excusez-moi. Oui, vas-y. Je voudrais rebondir sur un fait que peut-être Bakala n'a pas compris. En fait, je n'ai pas souligné en disant que la jeunesse africaine manque de confiance en soi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, je me suis dit, j'ai dit plutôt que la jeunesse africaine doit maintenant agir. Il est temps d'agir. Mais il serait très difficile d'agir toute seule, cette jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avons nos pays qui sont incarnés par des présidents qui ne font que leurs intérêts à eux. Exactement. Donc là, vous concordez avec Bakala que le problème serait les dirigeants. Il y a Florian qui voudrait dire quelque chose. Oui, vas-y, Jacques, et puis Florian va prendre. Vas-y, Jacques. Je voulais lever juste l'équivoque, c'est-à-dire pour ne pas qu'elle pense que moi, j'étais en train de... D'accord, l'équivoque est levé, Jacques. Merci beaucoup. Florian. Ok, d'accord. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que là, vous posez déjà qu'on a un problème politique dans nos États. En Afrique, il y a un problème, il y a un gros problème politique à résoudre. Et ce problème politique va des systèmes. Nous sommes dans quel système, en fait? Tous nos présidents sont prisonniers d'un système. Donc, s'il faut attaquer le problème à la racine, il faut d'abord attaquer le système. Oui, c'est peut-être ce système-là qui fait que dans certains pays, que les populations aient reçu des vaccins qui les ont conduits à la fin, pour certains à la mort, d'autres en Centrafrique, j'ai vu, je crois que Centrafrique et autres pays, un vaccin qui a apporté encore un vaccin contre la polio qui aurait apporté encore plus de problèmes, donc qui a encore exacerbé le problème de poliomyélite, et malheureusement les dirigeants n'ont pas réagi, donc tout est resté, voilà, c'est passé calme. Ouais. Ces dirigeants sont prisonniers d'un système, ils font partie d'un système et nous devons lutter contre ce système. Voilà pourquoi moi je pense que le panafricanisme est une solution pour pouvoir attaquer ce système, sortir de ce système. J'aime bien la citation de Kémy Séba qui dit ce que nos dirigeants ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Lorsque par exemple Jacques a intervenu pour parler sur les médicaments, les mauvais médicaments qui viennent, qui tuent en Afrique et tout ça, mais si nos dirigeants n'arrivent pas à faire quelque chose pour ça, pour freiner cela, pour lutter contre cela, mais nous, le peuple, on fait quoi? Qu'est-ce que nous, le peuple, on fait? On peut s'organiser pour pouvoir dénoncer cela, on peut s'organiser pour pouvoir faire de telle sorte que cela s'arrête. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le mouvement qui s'est fait, un mouvement populaire qui s'est fait à travers le monde pour dire non à la vaccination. Non, nous ne sommes pas des cobayes en Afrique. Vous voyez quelque part. Donc nous, le peuple, ce que nos dirigeants ne font pas, le peuple le fera. Le peuple peut aller aussi à une lutte politique, mener une lutte politique pour pouvoir faire changer les choses en Afrique. Si nous attendons, moi personnellement, mon raisonnement, moi je n'attends plus rien de nos dirigeants. S'ils font quelque chose, tant mieux. S'ils ne font pas, alors, mais nous, le peuple, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous organiser pour pouvoir apporter les changements. Parce que demain, c'est nous les dirigeants et non eux. Eux, ils vont partir. Ils vont tous bientôt mourir là, ils vont partir. Maintenant, ceux qui viendront après, même s'ils sont en train d'organiser leur succession, mais nous, le peuple, nous devons nous organiser de telle sorte à faire changer les choses politiquement, même économiquement. Je me pose parfois des questions, à savoir, ceux qui ont beaucoup, nos chercheurs, nos scientifiques, pourquoi ils n'ont pas de soutien de la part des hommes riches en Afrique? En Afrique, on a des milliardaires. En Afrique, on a des millionnaires. Je me pose des questions. Comment ils ne trouvent pas des soutiens de la part de ces personnes-là? Parce que ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le financement. Parce que s'il a un bon projet qui peut être promoteur, qui peut être financé, mais pourquoi ils ne trouvent pas de soutien? On peut comprendre quelque part là aussi un problème politique qui est là, qui peut être aussi parfois la cause à ce manque de financement. Donc du coup, nous devons mener aussi une lutte politique, nous le peuple, pour pouvoir faire changer les choses. Pour revenir un peu rapidement sur le cas de la Chine, lorsque nous avons parlé sur pour passer rapidement, bon, à ma connaissance, comme je le disais, la situation s'est passée au niveau des Nigériens. Bon, les Chinois réfléchissent comment? Quand ils prennent des mesures, ils ne prennent pas des mesures pour une seule personne. Les Chinois, quand ils réfléchissent, ils prennent les mesures pour tout le monde. Donc, si c'est un Noir qui avait fait quelque chose, c'est tous les Noirs qui prendront les mesures sur tous les Noirs.
Donc voilà pourquoi lorsqu'ils prennent des mesures, maintenant c'est la manière dont les Chinois ont agi au niveau de Ngwanzhou pour pouvoir, dans leurs mesures qu'ils ont prises, a été disproportionnée. Donc ils ont agi de manière discriminatoire, il y a eu du racisme dedans. Vous savez, il y a toujours des ressentiments de la part de certains Chinois et quand il y a des situations comme ça, s'il est bien positionné, il profite. Vous voyez, et En tout cas, nous avons eu ce soir des interventions extraordinaires, je dirais. On a fait un peu la tour, disons, on a quand même fait le tour de table, disons, de cette actualité-là. Florian, Jacques et André nous ont partagé leur point de vue et nous espérons que cette voix de la jeunesse sera aussi entendue par la classe dirigeante qui devrait comprendre qu'aujourd'hui, ils ne sont plus seuls comme à un certain moment où, depuis je ne sais pas quelle capitale du Nord, on pouvait les fustiger comme ça avec voilà, une laisse au cou, comme ces chiens-là que l'on porterait, disons, en promenade, mais qu'ils peuvent aussi compter sur leur jeunesse, sur cette matière grise qu'il y a un peu partout, sur cette force physique qu'il y a un peu partout, pour aussi rebondir. Ah oui, ah oui, on ne peut pas se vautrer toute une vie dans la médiocrité. Il y a bien des moments où on peut changer le destin de son histoire, mais pourquoi pas aussi l'histoire des autres. Il faut peut-être un peu plus de courage. C'est peut-être ce courage qui hier a conduit Sankara ou peut-être aussi Lumumba dans la tombe, mais c'est aussi peut-être ce courage qui a sorti Mandela de la prison. Et oui, les époques changent, les choses bougent. Alors, ayez aussi le courage de changer et de bouger. Cela dit, chers intervenants, un mot de la fin. Commençons par Milan. Alors, pour terminer, j'aimerais encourager tous nos frères africains de sincèrement promouvoir d'abord ce qui se passe en Afrique, de mettre en valeur d'abord nos chercheurs. Donc, tant qu'on peut, il faut faire recours à la pivirine ou aux produits malgaches, faisons-le. N'attendons pas que tout vienne de l'Occident. Ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément meilleur que ce que nous-mêmes on peut trouver. Alors, l'Afrique d'abord. On dit souvent... L'Afrique d'abord, disait André Lina Bakala. On va rester en Italie, cette fois-ci du côté de Rome, la capitale. Que nous dit Jacques Malombo comme mot de la fin? Bon, mais tout d'abord, je tiens à remercier La Voix de la Jeunesse, qui est notre chaîne ici de l'Italie. Et je tiens à remercier aussi mon frère du côté de la Chine, Florian, et ma sœur Bakala du côté de Milan, d'avoir eu cet échange. Comme on dit toujours, du débat né la lumière. Ça a été vraiment très, très instructif. Bon, en ce qui concerne notre sujet, je dirais simplement qu'au peuple africain, d'être vraiment éveillé, l'heure est grave, parce que ce Covid-19 n'est pas une simple pandémie, une simple maladie. C'est un vaste complot géopolitique et géostratégique qui se cache derrière les médias. Ce qui fait qu'on ne doit pas céder à la panique et aux mauvaises paroles telles que l'OMS a dit ceci, que l'Afrique, les gens vont mourir et tout le reste. C'est faux. Nous, on a notre nature et on est là. Et l'Afrique, d'abord précoloniale, c'est une Afrique qui a fait, je vais dire, toute la civilisation occidentale. Ce qui fait que nous avons nos valeurs à nous, que d'ailleurs nous sommes en train de vouloir reprendre. Donc, si le 19e siècle était un siècle des Européens, l'Europe était la première puissance, le 20e siècle était un siècle des Américains, le 21e siècle sera certainement chinois, mais je crois que le 22e siècle sera africain. Et je crois à la Renaissance africaine. Et avec tous les beaux travaux que les Thomas Sankara ont laissés, les Kwame Nkrumah, les Cabral Anilka, les Boganda, les Lumumba et tout le reste, vive l'Afrique. Et on va donc se déplacer du côté de la Chine avec notre frère Florian. Votre mot de la fin. Ouais, je tenais d'abord à vous remercier pour cette opportunité, l'occasion qu'on m'avait donnée de m'exprimer. Ce que je dirais, c'est que j'irai un peu dans le sens de la pensée de ma sœur Lina pour dire d'abord africain, valorisons
nos produits africains d'abord. Ce n'est pas forcément ce qui vient de l'Occident qui est meilleur. Mettons en valeur d'abord ce qui est africain et j'appelle surtout à l'unité africaine parce que les États-Unis d'Afrique, moi j'y crois à ce projet, l'unité africaine, la solidarité de tous et surtout ce que j'appelle c'est que le peuple doit mener une lutte politique. Nous ne devons pas toujours attendre de nos dirigeants. Le peuple doit se lever, doit mener une lutte politique. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, quitte même à se donner la vie. Et le combat d'aujourd'hui, ce n'est plus un combat d'attendre l'homme providentiel, d'attendre comme étaient les Thomas Sankara, comme étaient les Sékou Touré, le Lumumba, non. Les Kwame Nkrumah, non. Le combat d'aujourd'hui, c'est le combat du peuple. C'est le peuple africain qui doit se lever tous comme un seul homme pour pouvoir apporter le changement en Afrique. Et ce changement, ça commence par moi, toi, tout le monde, ainsi de suite, comme on l'a constaté, le mouvement qui a déjà commencé avec les réseaux sociaux qui ont pu dire stop au Covid, au vaccin, quoi. Voilà. Pour terminer, chers amis, je vais vous lire un poème dont je suis moi-même l'auteur, paru dans le Best New African Poet Anthology 2017. C'est une anthologie qui est sortie en 2018. Et aujourd'hui, je suis tombé sur ces paroles-là. Je me suis dit, ben, il y a peut-être bien un lien par rapport aussi à ce sujet que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Oui, derrière le business des médicaments, il y a un peu de la peur. Derrière le business du vaccin, il y a un peu de la peur. Lisons un peu le business de la peur. Le business de la peur, combien coûte-t-il à l'État et aux pauvres contribuables si ce n'est des sueurs? Ces hommes et femmes là-haut, là-bas, haussant le ton de leur perchoir, comme des amants pour des plaisirs d'un soir, au nom de ceux qu'ils condamnent ici-bas. Qu'ils chantonnent ou qu'ils dansent, tout pour eux n'est que conspiration, engageant d'entières nations dans une lutte des mots danse. Ce n'est qu'une danse des mots, tout ce qui jaillit de leur bouche. Et tant que rien ne bouge, ils en poncheront le magot. Ce n'est plus sur des pistes qu'il faudrait courir, car c'est la course aux armements, seul grand sport du moment qui n'a jamais été olympique. Le business de la peur, c'est courbe-toi et on se courbe. C'est couche-toi puis on se couche. Facile comme dressage puisqu'on a peur. J'espère que les Africains n'auront plus peur afin de ne plus courber les chiens. Je vous remercie.